Les agriculteurs allument les feux de la colère. Hier soir, une quinzaine de lieux ont été choisis en Moselle, notamment le rond-point de Wölflin, où les agriculteurs ont scandé les slogans nationaux « Non au Mercosur »,« Oui à une Europe qui protège ses agris et ses consommateurs ». Les cordées de la réussite, un tremplin pour l'avenir professionnel des élèves isolés. À Sarreguemines, le lycée Henri Nominet propose ce dispositif d'orientation à travers des ateliers, des sorties et un suivi personnalisé. Le Festival international du film sur les handicaps est lancé. La cérémonie d'ouverture a eu lieu au Cinéma Forum avec la projection du film Champion. Plusieurs animations ont été proposées. C'est la troisième fois que le FIF Tour fait étape à Sarreguemines. Le Wildjäger a fait une apparition à Sarreguemines. Patrimoine vivant, en partenariat avec la ville, a organisé la nuit des figures grimaçantes. De quoi ravir les enfants, qui ont d'ailleurs joué le jeu en apportant des légumes creusés en guise de lanterne. L'église de Welsbronn sera en direct sur France 2 le 29 décembre. L'émission religieuse Le Jour du Seigneur mettra en lumière les décorations de fin d'année. Les techniciens sont venus faire les repérages pour le tournage de l'émission. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. On va voyager en Algérie aujourd'hui grâce à notre invité du jour, Joseph Glin, qui vient de publier son deuxième livre intitulé Algérie, quand tu nous tiens. Récit sans concession de son service militaire à Constantine à l'aube de l'indépendance de l'Algérie. On en parlera largement tout à l'heure. Focus d'abord sur le mouvement des agriculteurs. La soirée d'hier a été marquée par une nouvelle mobilisation. Les jeunes agriculteurs du Pays de Bitche et les cantons locaux de la FDSEA se sont joints au mouvement national de protestation contre l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Ils se sont donné rendez-vous au rond-point de Wölflin-les-Sarreguemines pour allumer ce qu'ils appellent un feu de la colère. Reportage de Camille Henriot. Non au Mercosur, oui à une Europe qui protège ses agris et ses consommateurs. Ces agriculteurs ne pensaient pas, il y a encore un an, devoir se retrouver au même endroit pour exprimer leur colère. La manifestation positive du mois de janvier a laissé place à ce feu de la colère. Une colère aujourd'hui contre ce traité de libre-échange avec les pays d'Amérique latine qui pourrait être ratifié par l'Union européenne cette semaine. Un nouveau coup dur pour ces agriculteurs qui craignent une concurrence déloyale. Il y a quelques années, on a déjà eu l'histoire du CETA et maintenant il y a le Mercosur qui vient. La viande d'Amérique du Sud est à nos portes, aux portes de l'Europe. Et vu qu'eux, ils n'ont pas les mêmes normes que nous, ils n'ont pas les mêmes contraintes, ils arrivent à produire à moindre coût que nous. Ils vont venir avec des milliers de tonnes de viande qui sont non conformes aux normes européennes. Ça me fait penser à justement il y a un an, quand on avait bloqué l'autoroute à Frémin, on avait fait un petit contrôle de camion. On était tombé sur des œufs vendus dans les boulangeries industrielles avec des œufs non conformes aux normes CE. Donc c'est quelque chose de très grave. C'est dans des poulaillers immenses qui font plusieurs hectares. Donc nous on devrait boxer dans la même catégorie que ces gens-là et c'est impossible quoi. Niveau tarif, nous le système social en France est beaucoup plus coûteux et voilà, et les produits sont d'une très mauvaise qualité venant d'ailleurs. Les agriculteurs du Pays de Bitche et de l'arrondissement de Sarreguemines souhaiteraient notamment plus de soutien de leurs voisins européens contre ce traité, en particulier du voisin allemand. Monsieur le Président de la République nous a promis de ne pas signer cet accord. Mais voilà, on est là pour lui bien faire rappeler qu'on est là et qu'on veut surtout pas de cette signature. Et surtout pour nos voisins de l'Europe qui signent pas non plus cet accord. Pour l'instant, apparemment, c'est mal parti. Mais voilà, par exemple, l'Allemagne va signer pour, dans le but de vendre des voitures. Voilà, on est un peu déçus, mais c'est comme ça. On défend nos intérêts encore. Ils étaient une vingtaine à se rassembler sur le rond-point de Wölflin-les-Sarreguemines. Un acte 1 pacifique autour d'un simple feu de camp, mais le début d'une nouvelle mobilisation puisque d'autres actions coup de poing auront lieu ces prochains jours dans le secteur. On ouvre un chapitre éducation maintenant, donner des ailes aux ambitions des élèves de zones rurales ou d'éducation prioritaire. C'est l'objectif des Cordées de la réussite. Ce dispositif, porté par le ministère de l'Éducation nationale, vise à accompagner les élèves dans leur parcours d'orientation à travers des ateliers, des sorties et un suivi personnalisé. Au lycée Henri Nominet à Sarreguemines, les élèves sont invités à se porter volontaires pour y participer. Quelles sont les actions proposées dans ce programme et quel rôle l'établissement joue-t-il? Je vous propose d'écouter la professeure documentaliste en charge du projet. Parfois, quand on est un peu excentré de tous ces endroits-là, on pense qu'il y a certaines grandes écoles qui ne vont pas être faites pour nous, c'est pas accessible, ou on ne peut pas aller voir des spectacles, donc on est un peu plus isolé. Et là, les Cordées vont leur proposer des actions
en fait, par rapport à l'ambition, à l'orientation, à la culture, qui vont faire qu'ils vont rencontrer des personnes, ils vont rencontrer des professionnels, ils vont rencontrer des étudiants, ils vont aller voir des spectacles. Et ça va combler un peu cette fracture qu'ils ont, eux, avec d'autres élèves qui vont peut-être habiter dans des endroits plus vivants. On va avoir des partenariats avec des entreprises comme, je vais citer John Deere, qui est une entreprise avec du matériel agricole, des tracteurs, etc., des grosses machines comme ça. Donc on va aller visiter cette entreprise et puis rencontrer ces professionnels. Dans le monde professionnel, la semaine prochaine, on part au Show Industrie à Metz, qui est un gros salon avec beaucoup d'influenceurs du domaine industriel, beaucoup de chefs d'entreprise. Il y a 3 collèges rattachés dans cette cordée, qui font partie de cette cordée, avec des collégiens qui vont participer aux actions. Et moi, le rôle, ça va être de coordonner tout ça, coordonner le contact entre les collèges, entre nos lycéens, nos BTS et les établissements du supérieur avec lesquels on a un partenariat, plus les entreprises. Donc de coordonner, d'organiser les sorties, de proposer les actions aux élèves, de les motiver aussi et de connaître les élèves, parce qu'au fil, on va savoir qu'il y a un élève, ce qui se pressent, c'est plus qu'il va avoir un parcours, il va avoir envie d'aller vers une grande école qui se situe à Metz, ou alors moins précis, il va plus avoir un profil de santé. Et donc lui, on va savoir que quand il y a une action santé, on vient le chercher quand même pour lui proposer la sortie, lui proposer le contact avec le professionnel. Mettre en avant la question du handicap, c'est l'objectif du projet des Regards différents de la ville de Sarreguemines et de ses partenaires. Pour la 3e fois, la Cité faïencière accueille le Festival international du film sur les handicaps. Une cérémonie d'ouverture a eu lieu hier soir au Cinéma Forum en présence de nombreux invités. L'événement ouvre 5 jours de programmation avec de multiples projections et interventions. Reportage de Thibaut Desmerlet. Donner un autre regard sur le handicap. C'est la mission du Festival international du film sur les handicaps, installé depuis 2018 à Lyon. La ville de Sarreguemines et sa trentaine de partenaires associatifs accueillent pour la 3e fois le FIF Tour dans le cadre du projet des Regards différents. La salle 8 des Cinémas Forum était remplie pour la cérémonie d'ouverture du festival. C'est une question de cœur, c'est une question de générosité. Je citerai Antoine de Saint-Exupéry sur la question, à propos de la vision, puisque on parle de regards différents, et comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur. Donc c'est une question de cœur pour la ville, c'est une belle réussite, une belle satisfaction que de voir une noble cause aussi partagée sur notre territoire. Jusqu'au 22 novembre, de nombreuses projections et interventions seront prévues, notamment à la médiathèque et au Cinéma Forum. 4 longs métrages et une sélection jeunesse de 8 courts métrages seront proposés. Généralement, les personnes, ils ont la plupart du temps beaucoup de réticence à aller voir des films qui traitent de cette thématique-là. Or, c'est des films comme n'importe quel film, sauf qu'il y a un tout petit quelque chose en plus. Ce qui m'intéresse finalement, c'est la sensibilisation des générations futures, parce que c'est eux qui vont nous créer une nouvelle société. Une des invitées est la médaille d'or paralympique en boccia, Aurélie Aubert. Elle est accompagnée de son assistante de jeu et coach Claudine Lope-Cliville. Elle a témoigné et échangé avec le public. Moi, me mettre en avant, c'est un peu plus difficile pour moi par contre. Je fais vraiment ça pour que le sport et le handicap soient mis en lumière, on va dire. Bon, je trouve ça très bien, je trouve ça très important que les gens aient un regard différent sur le handicap et sur le sport et le handicap. Durant la soirée, Samantha Royo a proposé 2 chants. Une chorale de 6 jeunes de l'IME Le Himmelsberg de Sarreguemines et 12 de l'IME de Sarrebourg-les-Jonquilles ont aussi interprété plusieurs titres. Ça leur tenait à cœur de se montrer déjà devant un public et de montrer ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont travaillé durant l'année. Et c'est vraiment en fait tout un travail de valorisation d'eux. Certains jeunes qui sont très introvertis et qu'à travers le chant, ils vont transmettre tellement d'émotions. La soirée s'est terminée avec la projection du long métrage espagnol « Champion » de Javier Fesser.
Saurez-vous reconnaître cette légende locale? Bien avant Halloween, la coutume c'était de creuser des légumes pour s'en servir comme bougie à l'approche de l'hiver et de Noël. Pour redonner vie à cette tradition, Patrimoine Vivant, en partenariat avec la ville de Sarreguemines, a organisé dans le cadre du festival Mireille de Platte une nuit des figures grimaçantes. Camille Henriot y a participé. Ceux qui viendront avec moi chasser auront du gibier à manger. Un drôle de personnage fait son apparition sur le square Bennett. Qui osera affronter son regard? Avec sa cape noire et sa chaîne, ce chasseur n'a pas l'air d'être très commode. Les Francas et le centre socio-culturel de Sarreguemines se sont joints à l'événement. Tous ont joué le jeu en respectant la fameuse tradition des figures grimaçantes. L'idée est d'accueillir le Wiederjäger, ce chasseur sauvage venu à leur rencontre attiré par la lumière. Cette histoire contée est une interprétation du mythe du Wiederjäger, ce chasseur sauvage rejoint par sa horde de cavaliers effrayants. Ils sont symbolisés ici par ces légumes creusés en guise de lanterne. Une légende pleine de sens selon Patrimoine Vivant, d'où l'idée d'organiser cette soirée pour redonner vie à ces légendes locales. C'est un chasseur sauvage qui passe dans le ciel, effrayer les humains dans les nuits d'automne, les nuits d'hiver ou surtout pendant les 12 nuits de Noël. Mais ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que c'est lui qui vient apporter la prospérité aussi. Et donc c'est un test de courage aux humains de dire d'abord regardez-moi dans les yeux, venez affronter mon regard et après vous aurez la récompense. Donc en langage psychologique, c'est arrêter les antidépresseurs, en hiver profiter de l'ambiance, allumer des bougies, traverser l'hiver joyeusement en attendant la belle saison tout simplement. Heureusement, tout est bien qui finit bien puisque le chasseur vient saluer les enfants avec en prime une dernière leçon de plate. Par 3 bois et un seul champ. Par 3 bois et un seul champ. Dimanche dernier, les passionnés de jeux de société avaient rendez-vous à Rohrbach-les-Beach pour la 3e édition de la fête du jeu organisée par l'association Loisirs Jeunesse. Un événement gratuit qui a permis aux participants venus en famille ou entre amis de profiter d'un large choix avec des jeux pour tous les âges. Parmi eux, le Monopoly, la belote ou encore des jeux de plateau moins connus du grand public. Les plus petits ont pris part à des jeux ludiques dans un espace qui leur a été spécialement consacré. Cette journée placée sous le signe de la convivialité a permis aussi aux adeptes de partager un bon moment dans une ambiance chaleureuse. On reste dans le domaine des jeux, mais surtout des jouets. La fin d'année est une période propice aux actions de solidarité. Illustration avec l'opération Laisse parler ton cœur, organisée depuis 2010 par Écosystème. Elle consiste à récupérer des jouets qui ne sont plus utilisés pour en faire bénéficier des familles en difficulté. L'ensemble des objets récoltés grâce à la générosité des habitants qui participent à l'opération sont soit redonnés à des personnes dans le besoin, soit revendus à prix cassé. Une opération aux vertus solidaires et écologiques. Différents points de collecte sont disséminés dans l'ensemble de l'arrondissement, notamment en mairie de Sarreguemines. Chaque semaine, une autre église. L'émission religieuse est diffusée aujourd'hui sur France Télévisions, mais le Jour du Seigneur existe depuis 1948. Chaque dimanche, la messe est diffusée en direct depuis une église française. La messe de Noël sera captée à la cathédrale de Notre-Dame de Paris. La suivante, le 29 décembre, sera diffusée depuis le Beacherland. La commune de Walchbronn accueillera l'émission. Le jour J, seulement 300 places seront disponibles dans l'église. Émilie Azel a pu assister à la première phase de repérage et de préparation de l'émission. Ce matin-là, c'était la découverte de l'église pour une partie de l'équipe de l'émission religieuse de France 2. L'église de Walchbronn va avoir la chance d'accueillir l'émission Le Jour du Seigneur pour la messe de la Sainte Famille le 29 décembre prochain. La semaine dernière avaient lieu les repérages pour la technique, le placement des caméras et les lumières. Alors le repérage, c'est prendre la dimension de l'église. On avait reçu un dossier avant de venir et on trouvait ça très beau, mais ce qui nous a saisi quand on est arrivé ce matin, c'est la taille de l'église. Très grand volume. Donc voilà, évidemment, on ne déploie pas le même matériel quand on est dans une grande église comme celle-là.
voilà, ou dans un tout petit lieu. Donc là, on sait qu'il va y avoir du travail de lumière et d'éclairage conséquent et de la puissance qu'il va falloir développer, quoi. Au total, il y aura une trentaine de personnes pour rendre l'émission possible, 6 caméras et 4 cadreurs. En amont de l'émission de 52 minutes, il faut aussi préparer la partie religieuse. Moi, je suis chargée de préparer la messe en elle-même, d'écrire la célébration. Alors, on suit évidemment les textes de l'Église, mais on a travaillé, hier soir, on avait une réunion avec les paroissiens pour le choix des chants, le choix des prières avec le padre. Voilà, on prépare très soigneusement toute la célébration, tout ce qui va être dit, tous les gestes aussi qui vont être faits pendant cette célébration pour qu'on ait quelque chose de très fluide pendant le direct et quelque chose qui permette vraiment aux téléspectateurs de rentrer dans la prière de la messe pendant ce direct. Le conseil de fabrique de Wallsbronn-Val-d'Oust-Dorst avait déposé un premier dossier de candidature il y a 3 ans, puis un second plus complet l'année d'après. Cette église a été choisie grâce à sa décoration lors des fêtes de fin d'année. Alors nous avons une particularité dans la paroisse, c'est que nous faisons une crèche et un village de Noël qui ne sont pas banals dans la région. Et beaucoup de personnes nous disaient que c'est tellement joli que ça aurait le mérite de passer à la télévision locale. Et donc on a un petit peu cogité là-dessus et on s'est dit pourquoi pas demander justement à faire une messe télévisée qui serait retransmise en direct depuis Wallsbronn. Et si vous souhaitez assister à la messe du 29 décembre qui débutera à 11h, il vous faudra être à l'église de Wallsbronn dès 10h15, sinon vous allumerez la télé. En attendant, on lève les yeux vers le ciel pour découvrir les prévisions météo pour demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour la journée de demain, le ciel sera un peu moins couvert et le temps restera sec. Quelques courtes éclaircies devraient réussir à percer dans le courant de la journée. Côté température, on perd encore quelques degrés, les minimales iront de 0 à 1 degré et les maximales de 3 à 4 degrés seulement. Demain, nous fêtons les Edmonds et il fera jour de 7h49 à 16h44. Passez tous encore une belle journée et à demain! Besoin d'évasion, de découverte, d'échange? L'Université populaire Sarreguemines Confluence, espace de culture ouvert à tous, vous accueille à ses cours, ateliers, conférences et sorties. Renseignements sur notre site upsc-asso.fr. En forêt de Sourthe, la Paulusmühle avait presque disparu, victime du temps et des éléments. Et puis, il y a 20 ans, une famille de passionnés par l'histoire et le patrimoine local a décidé de lui redonner vie. Avec un soin particulier, elle a préservé l'authenticité des lieux et restauré ce moulin ancestral en respectant chaque pierre, chaque objet qui nous relie au passé. Ne manquez pas le plongeon dans l'histoire de la Paulusmühle ce jeudi sur Mosaïque Cristal. Ça a l'air appétissant tout ça. Alors qu'attendez-vous pour vous joindre à notre table? Dans ce nouveau numéro Grenzenlos, l'émission transfrontalière, on part à la rencontre de restaurateurs des deux côtés de la frontière franco-allemande. Vous en saurez plus sur ces personnes qui travaillent en coulisses pour vous régaler les papilles tout au long de l'année. N'en ratez surtout pas une miette dans ce numéro gastronomique diffusé cette semaine sur nos antennes. Zep et Léonie, les étapes d'une vie intense, 1870-1962, c'était le premier livre de Joseph Glin. Aujourd'hui, son deuxième ouvrage est publié aux éditions L'Harmattan et il est notre invité du jour. Merci de participer à cette émission. Et j'en profite aussi pour glisser l'info, vous serez aussi en dédicace à la librairie Confluence en zone piétonne de Sarreguemines ce samedi 23 novembre à partir de 14h. Et ce deuxième livre que vous venez de publier, c'est Algérie, quand tu nous tiens. Alors, dès le début du livre, à peine embarqué sur le bateau, ou plutôt ce rafio à l'état poussif, comme vous l'écrivez si bien, qui doit vous emmener en Algérie, vous donner le ton, acerbe.
tous ces orgueilleux politiciens, ces héros de la bureaucratie, ces tacticiens loin des lieux de combat, bêtes à bouffer du foin, comme disait mon grand-père maternel, n'ont pas digéré la défaite de Dien Bien Phu de mars 1954 et veulent à tout prix une logique revanche. Dans ce livre, vous évoquez aussi la torture et vous terminez en dénonçant l'armée française qui abandonne les harkis. Vous êtes très critique. Alors moi, par un moment, votre livre m'a fait penser au film Avoir 20 ans dans les Aurès de René Vauthier. Ce livre, vous n'auriez pas pu l'écrire tel quel dès votre retour d'Algérie? Non, absolument pas. Non, on avait une autre vision et on pensait justement, j'allais dire, à reprendre la vie civile, qui était le plus important. Ouais. Et puis il y aurait eu la censure et l'impossibilité d'écrire. Absolument, absolument. Il fallait marcher encore au pas. Et vous justement, et on le comprend bien dans votre livre, vous étiez dans un tout autre état d'esprit. Vous faites d'ailleurs le parallèle avec la Deuxième Guerre mondiale. Vous écrivez « Je songe aux actes courageux de nos résistants face à l'occupant allemand. 20 années plus tard, la configuration a changé, les rôles sont inversés. Nous venons de provoquer de fervents patriotes algériens en leur faisant passer sous le nez du matériel destiné à moderniser nos installations de forage pétrolier dans leur sud saharien. On leur file leur indépendance tout en gardant leurs biens. » En fait, tout au long de votre livre, on ressent votre profonde sympathie pour le peuple algérien. Absolument, puisque nous, j'allais dire les Mosellans en 40, en 39, 40, etc., on était dans leur même situation. Hein. Et donc, 20 ans après, c'est eux qui passent les mêmes épreuves. Ouais. Donc pour vous, les Algériens, c'était pas des ennemis, malgré le contexte? Absolument pas. Absolument pas. Je me mettais dans leur peau, parce que nous, on a été dans leur peau, enfin, bien avant, etc. Et je faisais le parallèle. Et c'est vrai qu'on a traversé les mêmes épreuves, pratiquement. Et vous arrivez en Algérie dans un contexte particulier, parce que vous arrivez officiellement pour dompter les Félégas, et puis finalement, à peine arrivés, les accords d'Évian sont signés, prévoyant l'indépendance de l'Algérie. Et là, vous vous retrouvez face à l'OAS, qui multiplie les attentats, et par moments, finalement, vous ne savez plus si ceux qui vous tirent dessus sont de l'OAS ou du FLN. En tant qu'appelé du contingent, vous étiez une cible pour tout le monde? Ah oui, absolument. J'allais dire, donc en 58, mon frère Jean, est là-bas, aussi du côté de Blida, et lui, il n'a qu'un seul ennemi, il a le Félaga. Et nous, après l'indépendance, il fallait se méfier, comme vous l'avez dit, de l'OAS, du Pied Noir, des parachutistes aussi, donc les anciens de Massu et compagnie. Il y avait aussi le Félaga encore, et puis quelquefois on avait des accrochages avec les gardes mobiles et les CRS, entre nous. C'est incroyable, oui. Et des frictions aussi au sein des différents corps d'armée, des différents bataillons, etc. Oui, il y avait une rivalité, il n'y avait aucune entente, etc. Oh, non, au contraire. Hein. Quand les paras arrivaient au foyer du soldat, alors là, c'était la rencontre des divergences, de tout ce que tu veux, etc. C'est pas qu'on se haïssait entre compagnies, etc., mais presque, vous voyez, il n'y avait aucune communion entre nous. Et vraiment chaotique. Et pourtant, au milieu de tout ça, votre livre, c'est aussi une histoire d'amitié, mais une amitié improbable et incompréhensible aux yeux des autres. Il s'appelle Tayeb, il est algérien. Et en fait, vous l'avez connu avant de venir en Algérie, avant qu'il y ait cette guerre, et vous le retrouvez par hasard. Et vous décrivez cette scène de retrouvailles dans votre livre. C'est l'hallucination, l'incompréhension, l'émotion à vif. Un arabe dans les bras d'un appelé du contingent. Les témoins de la scène, figés, troublés, se consultent, ne peuvent comprendre. Seuls deux êtres, à cet instant, réalisent que l'amitié, la fraternité et l'intelligence surpassent les stupides drames actuels. Et oui, entre-temps, vous étiez amis à l'origine, mais entre-temps, vous étiez censé être devenu ennemi, puisque lui, en plus, avait déserté l'armée française et avait pris les armes en Algérie. Et d'ailleurs, vous le racontez dans votre livre, hein, vous avez fini par être mis aux arrêts, accusé d'intelligence avec l'ennemi. Vous risquiez gros? Pardon? Vous risquez gros? Je risquais gros parce que sur le moment, lorsqu'ils m'ont emprisonné dans les cachots, etc., je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, etc. J'ai cru au départ que c'était parce que j'avais été mouchardé, que j'avais assisté à des scènes de torture
dans notre caserne, dans les caves. Oui, parce que vous dénoncez pas que dans le livre, vous avez essayé de dénoncer déjà à l'époque, en fait. Hein. Oui, oui. Oui. Et là, j'allais dire, donc, lorsque je retrouve Taïeb et compagnie. Quand ils vous ont arrêté, vous ne saviez pas pourquoi? Oui, en fait, absolument pas, absolument pas. Et c'est là que je découvre 3-4 jours après, parce qu'ils ne te le disent pas, hein, ils te mettent au cachot, et tu n'en parles pas, etc. Juste pour te. Et là, c'est bien tombé, à un moment donné, donc c'est après les accords, même après l'indépendance, le 5 juillet 62, là, le tribunal militaire n'a aucun pouvoir, etc. Il ne doit plus exister de tribunal militaire, puisque là où on est, c'est l'ancien département français, mais il n'y a plus de département français. On n'a plus rien à voir, j'allais dire, ils n'avaient plus le droit, j'allais dire, de me juger. Et voilà, et ils le font, et là, dans mon plaidoyer, j'allais dire, je me défends en leur disant ça et ça, et ils le constatent bien que bon, je ne vais pas me laisser faire, et donc, et il n'y a aucun rapport sur mon emprisonnement, il n'y a aucun. Ils m'ont donné le diplôme de militaire, etc., tout de bonne conduite, alors qu'ils voulaient me foutre au truc. Et vous savez que si ça avait été encore avant les accords d'Évian, eh ben, intelligence avec l'ennemi, eh ben, c'était le poteau d'exécution. Et il y en a plusieurs, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Ouais. Et j'ai risqué ça sans le savoir, parce que bon, l'amitié, puis je dis, c'était après les accords d'Évian, et voilà. Et je m'en suis tiré à un bon compte. Voilà. C'est pour ça que je suis là. Dans votre livre, d'ailleurs, on ne perçoit, je disais, on ne perçoit pas du tout la notion d'ennemi, en tout cas vis-à-vis du peuple algérien. Loin de la propagande et des directives de l'armée, vous écrivez « J'ai 21 ans et contemple un triste bilan. Je suis à Constantine, prêt à soulever le couvercle de la lessiveuse dans laquelle l'armée française m'enferme. Je veux m'évader dans cette resplendissante nature, déambuler parmi cette population bigarrée, rentrer en contact avec ces autres humains enracinés sous un même soleil. » En fait, vous avez aimé l'Algérie et les Algériens. Est-ce que vous y êtes retourné par la suite en Algérie? On ne pouvait plus, j'aurais voulu. Oh là là, je désirais y aller, hein, ça c'est sûr. Hein. Et donc, Taïeb, vous ne l'avez jamais revu? Non, je l'ai pu retrouver. Vous avez eu de ses nouvelles? Non, jamais pu, non. Il était dire, comme capitaine de la wilaya de Constantine, etc. Il m'avait invité dans sa famille, tout ça, un accueil, oh oui, formidable, etc. Il y avait une amitié, voilà. Et puis bon, émouvant, et c'est vrai que je regrette de ne pas aller donc en Algérie ou à Constantine, puis ça nous était interdit, hein. On n'avait pas. Ouais. Et pourtant j'allais y aller. J'ai été inscrit pour la coopération, c'est-à-dire pour aller comme professeur, ouais, tout ça, tout là-bas, et puis ça s'est pas fait. Voilà. Et ça s'est pas fait. Ouais. Bon, mais en tout cas, tout ça et plus encore, tous ces épisodes sont à retrouver dans le livre Algérie quand tu nous tiens, un livre d'autant plus important que il y a énormément de choses qui ont été écrites sur la guerre d'Algérie, mais très peu de choses sur 62 et après, les mois qui ont suivi et tous ces épisodes liés aux accords d'Évian et liés au début de l'indépendance. Absolument. Et c'est camouflage de l'armée, hein, qui est donc. Il n'y avait pas eu, j'allais dire, de rapport, de compte-rendu de tous nos escapades encore après, donc dans les bleds, etc. Et puis nos atrocités, parce qu'il y en a eu aussi après, j'allais dire, donc l'indépendance. Hein. Les scandales de l'armée française en Algérie, sur lequel on a jeté un voile opaque pendant très longtemps. Et bien, merci beaucoup de nous les avoir fait découvrir. Et puis, toutes ces histoires d'amitié, on le sait, elles sont très importantes pour vous. Dans votre livre, il est aussi beaucoup question de votre camarade Marcel, avec qui vous avez effectué votre service militaire. Et ce fameux Marcel, vous l'avez revu. La première fois, c'était il y a près de 2 ans, le 19 janvier 2023. Et c'était devant les caméras de Mosaïque Cristal. Oui, alors je vous propose de finir cette émission en regardant à nouveau le reportage. Oh, c'est gentil, merci. Cette photo a été prise il y a plus de 60 ans. Joseph Glin au milieu et Marcel Bandel à droite. 2 amis qui se sont rencontrés lors de leur service militaire en Algérie et qui se sont perdus de vue en rentrant au pays. Malheureusement à l'époque, aucun des 2 compères ne pense à prendre les coordonnées de l'autre. Depuis cet instant, Joseph n'a cessé de chercher son ami Marcel par tous les moyens possibles.
À l'époque, pas de réseaux sociaux, mais 61 ans plus tard, à l'ère de l'Internet et du numérique, un miracle s'est produit. C'est ma petite fille, je lui dis qu'est-ce que c'est cet engin de Facebook, hein, qu'est-ce que je cherche mon copain depuis X temps. En tapant son nom, je trouve 4 Marcel Bandel. Lequel? Et est-ce que tu peux m'envoyer un message vers celui-là que je crois que c'est lui? Et c'est là qu'elle pianote. Et puis, bon, 3 jours après, qu'est-ce que je vois sur mon écran? Oui, oui, Joseph, c'est moi, formidable, on va se retrouver, etc. Tout ça. Et aujourd'hui, c'est le jour de mes retrouvailles. Je l'attends pour l'instant là, puisqu'on a rendez-vous. Enfin, je suis en avance, bien sûr, puisque j'ai le cœur qui palpite. Et je l'attends, voilà. Improbable et pourtant, plus d'un demi-siècle plus tard, les deux amis vont enfin se retrouver. Marcel Bandel arrive et l'émotion est à son paroxysme. On était longtemps partis et puis c'était presque oublié. Et c'est vraiment sympathique et puis c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent à tout le monde et je l'en remercie encore. Durant toutes ces années, les deux amis ne se sont jamais oubliés. Les photos du temps passé sous l'uniforme ont été précieusement conservées pour le jour des retrouvailles. C'est émouvant, c'est une scène émouvante parce que on retrouve tous ces images, en Allemagne, surtout en Algérie où on en a sué. Pour pas dire un autre mot, hein, voilà. Et puis là, c'est émouvant, merci, je sais pas, là. Voilà. Joseph en perd ses mots. Il est désormais temps pour les deux compagnons de rattraper le temps perdu.